Le médecin nous a convoqués, en nous disant que notre fille, faisait une hémorragie cérébrale de stade 4 et hem et que les solutions étaient, soit l'acharnement thérapeutique ou la laisser partir. On ne peut pas imaginer vivre ça et encore moins, porter ce poids. On était, de fait préparés, à accueillir 2 enfants à la maison. Nous sommes rentrés avec un seul bébé. Quand on devient parent, on imagine les premiers pleurs, les premiers regards, les premiers instants peau à peau. On imagine rentrer à la maison avec son bébé dans les bras. Mais parfois, la vie écrit une toute autre histoire. Une histoire faite d'incubateurs, de machines, de couloirs d'hôpital et d'une peur impossible à décrire. Caroline attendait des jumelles, 2 petites filles déjà immensément aimées. Et puis, à seulement 26 semaines de grossesse, tout a basculé. Dans cet épisode d'État d'âme, Caroline raconte la prématurité extrême, la réanimation néonatale, le deuil périnatal. Mais aussi cette culpabilité silencieuse que beaucoup de parents portent sans jamais oser la dire. Elle raconte également l'après, la reconstruction, le retour à la maison, la maternité après le traumatisme. Et cette façon d'aimer un enfant absent, tout en continuant à vivre pour ceux qui sont là. C'est un épisode profondément bouleversant, un témoignage rempli de douleur, mais aussi d'une immense lumière. Je suis Stéphanie Jarry, productrice et animatrice d'État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Mon histoire commence en janvier 2013, lorsque, mon ex-mari et moi apprenons que nous allons devenir les parents non pas d'1, mais de 2 bébés. À ce moment-là, le ressenti, c'est, du pur bonheur, même si, tout de suite après, il y a le questionnement de 2 bébés, donc double organisation, et cetera et cetera. Mais en fait, on ressort quand même du rendez-vous de l'échographie de datation, sans rien se dire, mais avec un sourire tous les 2, jusqu'aux oreilles, en état d'immense joie. Hem, on s'attendait à avoir un bébé et pas forcément 2 bébés, même si, 2 semaines auparavant, j'avais dit à mes parents, «Non mais, c'est pas possible, j'en attends 2!» en plaisantant. Et au final, l'échographie de datation a révélé, qu'il y avait 2 bébés qui étaient en train de grandir en moi et j'étais, la plus heureuse du monde à ce moment-là. Qu'il faut savoir, lorsque c'est une grossesse gémellaire, les rendez-vous médicaux sont, plus fréquents. J'étais donc mensuellement en rendez-vous, échographique et gynécologique, sur un hôpital de niveau 2B. Un hôpital de niveau 2B, signifie, qu'il y a un service de soins intensifs en néonatologie. Tout se déroulait au mieux en fait, malgré, le risque qu'il peut y avoir dans une grossesse, monocoriale biamniotique. Et en mai, la sonographe, a une légère inquiétude sur un potentiel risque de STT. Le STT, c'est, le syndrome du transfuseur transfusé. C'est une complication de la grossesse gémellaire monocoriale. Pour donner un peu plus de détails, monocoriale signifie, que les jumeaux partagent le même placenta. Et donc moi là, dans ma grossesse, donc on parlait de grossesse monocoriale biamniotique, c'est-à-dire donc que mes filles avaient un seul placenta, mais 2 poches. C'est ce qu'on considère, comme des jumeaux, monozygotes. Monozygote, c'est, issu d'un seul ovule et d'un seul spermatozoïde, et en fait, c'est l'œuf unique qui se divise en 2 embryons. Et ce qui est quand même merveilleux, ces jumeaux sont génétiquement identiques. Et en fait, ça nous a, ouais, émerveillés aussi, qu'une première grossesse, était
comme celle-ci. J'ai été suivie par 2 gynécos différents. C'est vrai que, même scientifiquement, c'est plutôt assez rare, en fait. Donc il y a un gros suivi, par rapport à ça, et surtout par rapport au risque, en fait, que ça peut donc engendrer. Et début juin, j'ai un rendez-vous, dans un autre hôpital de niveau 3 cette fois-ci, c'est-à-dire, qui dispose d'un service de réanimation, permettant la prise en charge des grands prématurés et des grossesses à haut risque pour, confirmer ou infirmer, ce STT. À ce stade de la grossesse, pas de risque révélé. Donc évidemment, beaucoup de soulagement, je repars sereine du rendez-vous. Le 17 juin, je fais mon rendez-vous mensuel, où l'échographiste médicale est satisfaite des résultats qui lui avaient été transmis, où lors de l'écho, tout est au beau fixe, hein, vraiment. Mes filles, grandissent bien, tout se passe bien, moi je vais bien, et à la consultation gynécologique, le col commence doucement à se rétrécir à ce moment-là, mais il est bien verrouillé. J'interpelle quand même, moi, le médecin à ce moment-là, sur le fait que depuis une semaine, 10 jours, je commence à ressentir, alors me semble-t-il, hein, puisque, c'est ma première grossesse et je ne sais pas du tout à quoi peut ressembler, réellement une contraction. Donc je lui dis: «Me semble-t-il, je ressens quelques contractions espacées, mais qui ont quand même le mérite d'être là». Et à ce moment-là, mon médecin gynécologue, me répond qu'à ce stade et qu'au vu, de tous les examens réalisés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et que cela n'a rien d'anormal à 26 SA plus 1 jour, de pouvoir commencer à en ressentir. Bon, moi, à ce moment-là, j'étais plus en activité professionnelle, et je prenais vraiment le temps, de ralentir, de voir mon ventre s'arrondir, de ressentir, ce doux parfum qu'est la création de 2 bébés dans mon corps. C'était, très plaisant, difficile à décrire en réalité, comme sensation avec toutes les hormones qu'on peut ressentir, au moment de la grossesse. Mais vraiment que du bonheur de porter ces 2 petites filles en moi. Et dans la nuit, du jeudi 20 au vendredi 21 juin, tout a basculé. Hem, Évidemment, je suis à 26 semaines d'aménorrhée plus, 4-5 jours et je ne comprends absolument pas que je suis en train de contracter, réellement et de tout ce qui est là en train de se passer en réalité, dans mon corps, en réalité. À ce moment-là, on ne peut pas imaginer, accoucher, à ce terme, même si, évidemment, on m'a mis au courant, que les grossesses gémellaires, surtout dans ce contexte de monocorial biamniotique, n'allaient pas jusqu'au terme. On ne m'a pas, alertée, si vous voulez, avant une grossesse qui pouvait, intervenir avant 32 semaines, en tout cas. Lorsque je contracte, en fait, dans mon appartement, si vous voulez, le jeudi soir, mon ex-mari étant réunionnais, on avait mangé un peu épicé et dans la nuit, lorsque j'ai été donc réveillée, par, les contractions, moi je me suis tout simplement avec des guillemets, dit, mais bon, c'est bizarre quand même, vraiment, vraiment, mais je pensais plus à une crise intestinale, qu'à des contractions, de travail. Et je me disais qu'en fait, peut-être que le fait d'avoir mangé, épicé, mes poupées, elles avaient pas aimé ça et que, ça faisait travailler et mes bébés et mon intestin et que tout ça, c'était pas trop bon, quoi. Mais voilà, où est-ce que j'en étais dans mon état d'esprit, à ce moment-là et au fur et à mesure, les minutes passent et puis, l'heure passe et ça se calme pas. Ça ne se calme pas, ça s'intensifie même, où, là, ça commence vraiment à être difficile. Je me lève, je vais aux toilettes, ça va pas, mais en même temps, j'ai envie de pousser, mais en fait, mais c'est pas ça.
Donc je comprends pas bien, donc j'essaye de quand même, voilà, de me poser et de réfléchir et en fait, à ce moment-là, le sentiment, ressenti, c'est, l'anxiété. C'est pas la peur, c'est, j'ai longuement réfléchi, justement à cette question, heu, z c'est pas la panique non plus, puisque je prends quand même le temps de me poser et de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, l'anxiété de: «Mais qu'est-il réellement en train de se passer?» Mon corps dans l'urgence à ce moment-là est vraiment incroyable et me dit, «Non mais là, le travail a commencé, il faut vraiment y aller maintenant». Du coup, je vais réveiller mon ex-mari. Je ne veux pas l'affoler parce que moi je ne suis pas affolée. Puis, le réveiller en état de panique, alors que je ne le suis pas, ça n'aurait servi à rien. Le mettre en choc, non plus. Donc, je le réveille, tranquillement, lui disant: «Allez, allez, faudrait que tu m'emmènes à l'hôpital là, s'il te plaît, parce que ça va pas trop». Voilà, bon, alors au début, il capte pas trop. Évidemment, hein, je le réveille en pleine nuit, on est à 26 SA plus, dans la nuit du 20 au 21, donc à 4-5 jours. Donc j'insiste un peu plus en lui disant: «Non, mais là, il faut vraiment que tu m'emmènes à l'hôpital, parce que ça va pas». Donc bon, bah, là, il commence, donc à s'activer, à ce moment-là, on habite au 4e étage, sans ascenseur. Je descends, péniblement les marches d'escalier. Et lorsqu'on arrive dans la voiture, il me dit, «Bah, je t'emmène à l'hôpital, de ton suivi habituel». Et là, je lui ai dit, «Non, en fait, il va falloir aller là, ici». Donc on avait la chance à ce moment-là d'avoir, une maternité de niveau 1 et où, je lui ai dit: «Il va falloir qu'on aille au plus près, puisque sinon je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver, à temps». Et où là, je pense qu'il a dû donc saisir l'importance de la situation, bien qu'il était quand même dans la compréhension puisque j'avais voilà, je lui avais pas dit réellement, en fait, «Le travail a commencé et à mon avis, on pourra rien faire». Il fallait juste, en fait, trouver, vite, une solution là parce que, ben, la tête de ma fille était engagée et qu'en fait, j'allais accoucher. Et aller, sur, l'hôpital où j'étais suivie habituellement, donc mensuellement, c'était à plus, d'1 heure de notre domicile de trajet, et où, je n'avais pas envie de prendre ce risque, et où donc j'ai préféré, que nous allions, donc sur notre maternité, de village qui avait à ce moment-là, elle aussi, le mérite d'être là et qui malheureusement ne l'est plus aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Arrivée donc à la maternité, en urgence, j'ai tout de suite été pris en charge par, tout le personnel, qui était sur place à ce moment-là, hein, tout le monde a été sollicité. Ça a été plutôt un état heu, d'incompréhension totale à ce moment-là, et puis, beaucoup de questionnements sur bah, pourquoi ça arrive, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors que le lundi de la même semaine, tout était OK, le col était verrouillé, l'échographie était bonne, enfin bon, c'était un peu compliqué, à gérer, et tout ce qui comptait quand même à ce moment-là, c'était, simplement que mes enfants, puissent, venir au monde de la meilleure des façons possibles malgré, la situation et malgré le terme de 26 semaines d'aménorrhée et 5 jours. Et je suis tombée sur, une équipe, médicale, au top en fait, et cela, a permis que mes filles soient, héliportées, dans de bonnes conditions sur, un hôpital, de niveau, 3. Moi, à ce moment-là, évidemment, j'ai été en salle, de réveil ensuite, pour, ben, voilà, pour souffler un petit peu, pour me reposer, pour me remettre un petit peu de toutes mes émotions et à mon réveil, j'ai été mise, en chambre et ça, c'est difficile. C'est très difficile de se retrouver dans une chambre de maternité avec, un berceau dans la chambre, sans bébé. Et où on entend,
évidemment, hein, et ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on s'attend tous à vivre, hein, qu'on soit bien d'accord. Bah, des nouveau-nés, en train de pleurer ou réclamant, voilà, une tétée, ou les infirmières, sages-femmes, puères, auxiliaires puères, heu, dans les couloirs, avec, bah, des mensurations de poids, de taille, des bébés, et hem et même si en fait, on n'a pas envie d'y prêter attention, inconsciemment, je pense qu'en fait, on y prête quand même attention puisque nous, on se retrouve, à ce moment-là, tout seul dans cette chambre, sans savoir réellement ce qui va se passer ensuite. Hem, donc de là, j'arrive quand même à contacter, donc le médecin, qui est en service de réanimation sur l'hôpital où mes filles, viennent d'être héliportées, et où, il m'indique, que mes filles ont été stabilisées, mais qu'il faut garder en tête, que, chez les extrêmes prémas comme, là mes filles, le risque de ventilation assistée, peut provoquer en fait donc des hémorragies cérébrales, et c'est les 2 plus gros facteurs de risque chez, donc les extrêmes prématurés. Bon, ben, pour moi, si vous voulez, à ce moment-là, mes filles, elles sont en vie et c'est tout ce qui compte, mais vraiment, en fait. Donc oui, la séparation est difficile, mais c'est une séparation pour une bonne cause puisque de toute façon, elles sont là et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient correctement prises en soin. À ce moment-là, je ne saisis pas vraiment que ça peut s'arrêter, en réalité. En fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, je suis déjà dans un état de culpabilité, immense. Vous savez, l'être humain a besoin de rationalité et là, dans cette situation, rien n'était rationnel. Donc je ne pouvais pas, me «raccrocher» entre guillemets, heu, au fait, que le fautif était, un CMV ou que le fautif était le syndrome du transfuseur transfusé ou que le motif était une prééclampsie. Heu, Là, rien n'était suffisamment rationnel pour pouvoir s'accrocher à quoi que ce soit. Donc évidemment, la meilleure personne à blâmer, pour, ne pas avoir, mené à terme la grossesse, le fait qu'il y ait cet accouchement prématuré et que mes filles soient dans cette situation d'hospitalisation dès la naissance avec, des prises en soins. Évidemment, dans mon esprit à ce moment-là, la seule responsable, c'était moi. Donc oui, énorme culpabilité, à ce moment qui a mis, beaucoup d'années avant de s'estomper et qui, en réalité, ne s'est estompée qu'il y a peu de temps. Donc il faut, un très long, parcours, en tout cas pour moi et dans cette histoire, de cheminement pour réussir à s'en détacher. Donc mes filles, sont nées à 6h20 et 6h24 le vendredi 21 juin 2013. Je ne les ai rencontrées que le dimanche. C'est difficile. Enfin, quand je dis c'est difficile, c'est-à-dire, de rester, voilà, hein, sans elles, en se questionnant et en ne sachant pas, comment elles sont, et puis de l'appréhension évidemment, sur le fait que, bah, je les ai pas encore touchées, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, avant de rentrer dans ce service. Il y a évidemment aussi, heu, les montées de lait qui arrivent alors que je ne les ai même pas encore vues, mais juste parce que je sais qu'elles sont là, à quelques mètres de moi et qu'enfin je vais pouvoir les rencontrer et ce moment malgré,
malgré l'état d'hospitalisation, malgré les tuyaux, les machines, les bip bip des machines, qui étaient alors, tout à fait inconnus, hein, dans mon monde. Hem, Malgré tout ça, je n'ai vu que mes filles. Elles étaient magnifiques, hem, 2 véritables petites poupées, exactement comme je les avais imaginées, heu, même si évidemment je les avais imaginées, plus grandes et plus rondelettes, hein, on va pas se mentir. Mais, mais voilà, elles étaient, à l'image que je m'en étais faite, en tout cas. Et et ça a été énormément d'émotions, au final, quand même positives. Là, encore une fois, hein, pour moi, si vous voulez, la sensation, ça a été, elles sont prises en charge. Donc, peu importe le temps que ça prendra, mais elles sont là. Et si elles ont réussi là à vivre et à s'accrocher, c'est bon en fait, on va évidemment rentrer avec elles à la maison, même si, comme le médecin nous l'a dit, on sera, ensemble, au minimum jusqu'à la date initiale prévue d'accouchement, donc qui était, bon alors, fin septembre en toute logique pour une fin de terme, mais bah, comme on l'a dit tout à l'heure, qui aurait plutôt, dû intervenir, courant août, puisque grossesse monocoriale biamniotique. Hem, mais en tout cas, voilà, on savait que jusqu'à septembre au minima, on serait donc dans les services, de réanimation, et ou de néonatologie. Mais en tout cas, enfin moi je restais confiante. En réalité, c'est ça. Hem, je restais confiante en l'avenir. J'étais, ouais, à 1000 lieues de m'imaginer que ça pouvait s'arrêter vraiment. Que du jour au lendemain, de nouveau, tout pouvait, à nouveau basculer. Lorsque le médecin nous a voilà, nous a convoqués, en nous disant que notre fille, faisait une hémorragie cérébrale de stade 4 et et que les solutions étaient, soit l'acharnement thérapeutique ou, la laisser partir. C'est quelque chose de très difficile, quelque chose, d'impensable, hein. Hem, on ne peut pas imaginer vivre ça et encore moins, heu, porter ce poids, en réalité. Pourtant, une décision doit quand même être prise. Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision à prendre. Évidemment, décision difficile également à prendre, décision à prendre, en commun, évidemment, entre le papa et la maman. Au départ, nous n'avons pas le même point de vue et puis, au final, nous décidons d'un commun accord de ne pas vouloir, voir notre fille souffrir. On décide de la laisser s'en aller et d'espérer que dans ces conditions, elle soit en paix. C'est, très difficile, par la suite d'être en accord, avec cette décision ou parfois, dans des moments de moins bien, hein, la vie n'est pas linéaire, où forcément il y a toujours ce questionnement de: «Et avons-nous bien fait?» Donc encore une fois cette culpabilité, sur laquelle en fait il faut savoir, avec les années, hein, évidemment, lâcher prise parce que sinon la culpabilité reste et au final, c'était notre décision sur, ce moment, à cet instant T de notre vie et je pense, et j'espère que nous avons pris la bonne décision. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis en accord avec celle-ci, malgré le fait de vivre, l'inimaginable. Par la suite, ce qui a été très difficile, ça a été de alors c'était, très ambivalent si vous voulez, les émotions à ce moment-là puisque, il y avait d'un côté, cette déchirure, cette, douleur incommensurable, la perte de mon bébé et en même temps, il y avait cette force,
qui m'a permise de continuer parce que j'avais toujours, mon autre fille qui était là, qui elle se battait pour justement, vivre, pour continuer à avancer et c'est en fait, tout ce passage qui m'a dit, qui m'a fait me dire, «Bon, bah, en fait, allez, là Zoé, il faut toi aussi que tu t'en sortes là, hein, là, un bébé de parti, pas 2 hein, en fait et où, silencieusement et sur des moments de pur bonheur de peau à peau, malgré, malgré la douleur et de la perte de sa sœur jumelle et le questionnement sur, comment elle pouvait le vivre, ce qu'elle pouvait ressentir. C'était, je ne m'autorisais pas lorsque j'entrais, dans la chambre de ma fille, à être faible. Je, je ne me l'autorisais pas et je ne voulais pas que Zoé ressente, en moi de la vulnérabilité, je pense. Hem et je voulais surtout pouvoir, un jour la ramener à la maison. Donc on est restés, hospitalisés en tout 174 jours avec Zoé, avant qu'elle ne puisse rentrer à la maison, avec, de l'oxygénothérapie, et qui a été sevrée, au bout de 2 mois, de retour. C'est, c'est compliqué aussi, ce retour avec le bébé à la maison où on a très, très envie évidemment, hein, de ne plus être en service, surtout après presque 6 mois, évidemment, à faire des allers-retours tous les jours qui sont très épuisants. Mais en même temps, on est aussi, dans un espace où on sait que s'il se passe quoi que ce soit, les médecins sont là. Donc là, un retour à la maison avec, de l'oxygène et il y a énormément d'inquiétude, malgré, l'immense joie de pouvoir enfin rentrer à la maison avec son bébé. Une fois que j'ai récupéré Zoé à la maison, qu'on l'a récupérée le 12 décembre, hein, 2013, nous avons pu faire les fêtes de fin d'année avec elle à la maison. C'était, un soulagement, certain évidemment, de l'avoir récupérée, avec nous à la maison. Sur, des grands prémas, la collectivité sur la première, voire les 2 premières années de vie est, pour ne pas dire proscrite, fortement déconseillée, au vu de tous les risques, hein, qui peut se passer, notamment au niveau, virus pulmonaire, et cetera. Et donc à ce moment, là de notre vie, bah, nous prenons la décision, mon ex-mari et moi, que lui, continue son activité professionnelle, que c'est moi qui prend en main, les prises en soin de Zoé, au quotidien. Et donc qui fait le choix donc et où nous faisons le choix, où c'est moi qui m'en occupe en fait, sur ces 2 années de vie, sur ces 2 premières années en fait, de non-collectivité en tout cas. Et à ce moment-là, faut aussi, voilà, c'est comme si vous voulez, ça y est, on est rentrés, donc c'est comme un nouveau chapitre en fait qui s'ouvre et où il faut, après ces 6 mois-là de charge à tout point de vue, souffler. Maintenant, mon bébé est avec moi à la maison. Voilà, faut se poser et se réapproprier aussi, son corps puisque, sur, les 4 premiers mois, en plus des allers-retours quotidiens, hein, il y a aussi donc, bah, évidemment, donc il y a l'épuisement. Il y a aussi l'épuisement psychologique, il y a, donc cet épuisement, physique lié au trajet, mais aussi lié au fait que je tirais mon lait, puisque je voulais pouvoir contribuer quand même à, bah, à une maternité,
entre guillemets ordinaire. Mon corps à ce moment-là, dans l'état d'hospitalisation, il fonctionnait en fait en mode robot, hein, on va pas se mentir. À ce moment-là, c'est la tête hein, qui fonctionne et qui prend le dessus, et le corps exécute. Vous voyez, c'est comme quand on habite à Paris et qu'on dit c'est métro boulot dodo. Et ben là, clairement, chez moi, sur cette période-là, sur ce semestre-là, ça a été dodo, manger, hôpital. Dodo, manger, hôpital. Voilà, il n'y avait rien d'autre qui comptait. J'ai quand même, grâce à mes amis, mon entourage, ma famille, pu m'octroyer, enfin plutôt, ils m'ont donné la possibilité de pouvoir sortir quand même un petit peu de l'hospitalisation en m'emmenant une fois par semaine au minima, me balader, aller faire une balade, aller manger au restaurant, aller faire un tour sur le marché, puisque puisque bah moi à ce moment-là, tout ce que je voulais c'était être au chevet de mes et puis après de mon bébé. Et eux, en fait, m'ont tous dit, mais de toute façon, Caroline, pour être bien avec tes enfants, il faut aussi que tu arrives à toi prendre du temps un peu pour toi et un peu à souffler, parce que tu y vas tous les jours, que tu fais des allers-retours quotidiennement et que tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, il faut que tu arrives à faire des petits breaks, au moins une fois par semaine. Et, euh, Et je les remercie vraiment. C'est quelque chose que j'avais du mal à entendre, qu'ils m'ont entre guillemets un peu imposé, mais qui était plus que nécessaire et qui permettent effectivement de se dire, mais la vie continue quand même en dehors. Que nous, on est là comme dans un temps suspendu, mais qu'en réalité, tout autour de nous, ben, le monde continue à bouger. Et donc c'était bien aussi d'avoir, de pouvoir vivre de tout ça, en fait. Et donc de pouvoir dire à mon corps aussi, mais tu vois, en fait, il faut aussi que tu continues à vivre, cocotte. Voilà. Donc ça m'a permis aussi, après, une fois que j'ai récupéré Zoé à la maison, de pouvoir la mettre en écharpe régulièrement sur moi, même avec l'oxygène, de pouvoir la balader un petit peu partout, de reprendre goût, oui, à ce monde extérieur, et puis surtout de pouvoir faire découvrir à Zoé le monde, la beauté de la nature, de la joie, des simplicités de la vie. Il faut, il faut réussir par la suite à prendre en fait du temps pour soi, euh, et aussi prendre soin de soi, et dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, euh, et qui n'est pas forcément non plus toujours compris par l'entourage. Euh, euh, voilà, enfin c'est des questions qui ne sont pas évidentes et qui sont tellement différentes en fonction de chaque famille et de chaque individu, de chaque culture, de tellement de paramètres environnementaux. Euh, pour moi, en tout cas, que ça soit sur le moment d'hospitalisation ou sur l'après, euh, euh, on a, on a eu la chance quand même d'être soutenu et d'être épaulé par plusieurs personnes de nos familles respectives. Euh, Après, il est vrai que il est aussi difficile sur ces moments-là de... En fait, chacun ressent des émotions, chacun a des sentiments et chacun le vit de façon différente à sa manière. Et moi, il y a eu des moments où je me suis sentie euh, dépassée par les émotions des autres, en fait, où c'était...
comme une part, si vous voulez, c'était eux qui vivaient vraiment cette situation, et c'était à moi, à ce moment-là, de les épauler. Or, bon, voilà, ça n'a pas été toujours, simple. Mais bon, maintenant je suis au clair avec tout ça et on réagit tous, bah, à notre propre manière, en fait, hein, face à la prématurité, et face au deuil, hein, face à ce que cela peut provoquer chez chacun de perdre un enfant, aussi bien en tant que parent, mais en tant que grand-parent également, ou encore, en tant que tante ou oncle. La prématurité, et le deuil, périnatal impactent, réellement, tous les membres d'une famille et où chacun, en réalité, le vit comme il peut avec, ses propres capacités. Et nous ne réagissons pas du tout de la même façon, face aux mêmes épreuves. Et donc ça, il faut aussi l'entendre et le respecter et à chacun donner la temporalité nécessaire, me semble-t-il, pour, réussir à passer, ces traumas en réalité, hein, puisque la prématurité et le deuil périnatal, sont des événements traumatiques, donc sur lesquels, il faut, pouvoir, prendre le temps, de travailler pour pouvoir, aller bien, physiquement, mentalement, psychiquement et émotionnellement. Parfois, ce qui est difficile aussi à entendre, c'est, la maladresse dans les paroles qui se veulent réconfortantes, mais qui au final, sont très, très, mmh, difficiles à entendre. Hem, Comme, par exemple, j'ai eu le droit d'entendre, «Bon, bah, au final, il t'en reste quand même une, donc ça va». Voilà, c'est le genre de paroles, dont avec le recul, je me doute que la personne se voulait, réconfortante, hein, à ce moment-là et ne savait peut-être pas quoi dire. Hem, mais heu, mais cette maladresse est très blessante. Le fait que Zoé ne puisse pas donc, aller en collectivité, donc après son retour à la maison, que l'oxygénothérapie s'est sevrée au bout de 2 mois, qu'il y avait une bonne évolution, et que les rendez-vous médicaux se passaient très bien. Le fait que Zoé ne puisse pas donc, aller en collectivité, pendant donc, les 2 premières années de sa vie, au bout d'1 an, où moi je me sentais donc, hem, pleine de vie à nouveau en fait, vraiment j'étais de nouveau, dans une dynamique même si, évidemment, la douleur de la perte, était toujours, omniprésente, hein, et que je pense à ma fille, tous les jours. Hem, il y avait cette envie de renouveau, de tout va bien, en fait. Zoé est là, heu, hem, elle nous épate, par ses magnifiques sourires, par sa façon d'être, par ses yeux rieurs. Ce n'était vraiment là qu'à nouveau, en fait, du bonheur. Hem et je suis, une personne, consciencieuse professionnellement. Nous voulions, mon ex-mari et moi, beaucoup d'enfants. Et donc, heu, on était, de fait préparés, à accueillir 2 enfants à la maison.
Nous sommes rentrés avec un seul bébé. Hem, j'ai eu l'envie, comme en fait, j'étais à la maison pour m'occuper de Zoé, heu, de retenter en fait l'aventure pour, une nouvelle grossesse, et où je me disais: «En fait, pour moi, à ce moment-là, c'est le bon moment». Parce que si, on attend et si tout continue à aller au beau fixe pour Zoé, Zoé ira donc par la suite en collectivité, où moi, de ce fait, je vais reprendre une activité professionnelle et où je ne serai peut-être plus en capacité de vouloir revivre une grossesse. Peut-être qu'avec le temps, au final, des craintes, se seraient créées avec, aussi, de l'âge en fait, hein, qui s'avance, hein, même si à ce moment-là, j'étais quand même jeune. Hem mais voilà, je me disais, «Bon, bah, en fait, j'ai encore 1 an à la maison et ben, pourquoi pas agrandir la famille à ce moment-là?» puisque de toute façon, nous voulions avoir d'autres enfants et donc mon ex-mari a été du même avis, heu et heu et au bout d'1 mois et ben, j'ai une autre petite princesse, qui a pointé le bout de son nez, en nous disant: «Eh coucou!» en fait, sur le test de grossesse, le test urinaire et où nous avons été nous-mêmes très surpris, de la rapidité et où on a vu ça, comme un signe de la vie, en fait, hein. Juste quelque chose de beau et de magnifique. Hem et puis, ouais, c'était très beau, Zoé était très présente, hem, lors de ma grossesse, elle touchait mon ventre sans arrêt. Il y avait déjà une véritable connexion qui se faisait, en fait, au sein même de la fratrie et hem et c'était merveilleux. Hem Mia est d'ailleurs, arrivée elle, à 38 semaines d'aménorrhée, plus 4 jours, heu où là, j'ai pu avoir une chambre en maternité avec mon bébé que j'ai pu allaiter et où, tout s'est merveilleusement bien passé et où ça a été, comme, et une revanche en fait sur la vie et une très belle victoire. Comme une sensation cette fois-ci d'avoir gagné, d'avoir réussi à maintenir la grossesse jusqu'au bout, et c'était énorme en fait, comme ressenti. Nous nous sentions, je pense tous à ce moment-là, très en harmonie et très apaisés, heu malgré tout ce qui avait pu se passer, donc presque 2 ans auparavant, puisque Mia est arrivée le 5 avril 2015 dans nos vies. Hem et 4 ans après, j'ai accueilli, à nouveau dans ma vie, des jumeaux et également une grossesse monocoriale biamniotique, et cette fois-ci des garçons. Hem, alors les garçons n'étaient pas du tout prévus, mais c'est le plus beau des cadeaux de la vie, heu de ça s'est vraiment fait naturellement, sans qu'on s'y attende et lors de l'échographie de datation, là encore, lorsque le gynéco nous a dit, «Ah bah, il y a 2 bébés», mon ex-mari et moi, nous on l'avait vu, sur l'imagerie, mais où on le laissait, nous l'annoncer et où on a ressenti, hem, heu, une nouvelle fois, une immense joie et cette fois-ci, en tout cas pour moi, mêlée avec, c'est une véritable nouvelle chance que la vie nous offre, et enfin, peut-être vais-je réussir à faire le deuil de la gémellité, qui n'est pas simple non plus. C'est une chose de
de réussir et de d'être sur le chemin, du deuil de son enfant. Mais il y a aussi, là, pour ma part, un travail, qui devait être effectué sur, le deuil de la gémellité et qui n'avait pas réussi à se faire jusque-là, en toute honnêteté, malgré, voilà, malgré un travail sur moi-même, même accompagné avec, diverses thérapies. Heu, le lâcher prise réellement sur la gémellité, enfin, en tout cas sur le deuil de la gémellité a réellement, été contribué par, le fait de pouvoir avoir la chance de revivre cela. Et mes garçons, alors, cette grossesse a été également, bah, surtout au vu des antécédents, très, très suivie. Là, cette fois-ci, c'était même pas un rendez-vous tous les mois, c'était un rendez-vous tous les 15 jours, où, j'ai été hospitalisée quand même, en MAP, donc en menace d'accouchement prématuré, parce que le col se rétrécissait, également et qu'on ne voulait pas prendre 2 fois le risque, hein. Et où, ton compte fait, j'ai quand même réussi, à tenir, bah, plutôt, même très bien. Alors donc on est d'accord, hein, pas jusqu'au bout, mais où mes garçons sont nés, à 36 SA plus 5 jours. Heu et hem et c'est en fait 10 semaines de plus que pour ma première grossesse, que pour mes filles qui étaient, elles, nées à 26 SA plus 5 jours. Heu, 10 semaines de plus, c'est énorme. C'est c'est là où on voit en fait tout ce qui aurait dû être fait à l'intérieur du du ventre en fait de la maman. Et que moi avec mes filles, en fait, j'ai dû voir se développer en extérieur et voilà et en c'est, c'est quelque chose de très différent à vivre, et ne serait-ce qu'au niveau de l'accouchement. L'accouchement pour les garçons, donc pour tous mes enfants, j'ai accouché, par voie basse et sans péridurale, donc sauf pour la première grossesse où j'ai quand même donc eu une rachianesthésie, mais où mes filles sont quand même sorties toutes les 2 par voie basse. Et là également, en fait, ça a été, que du pur bonheur et même dans l'accouchement. J'étais vraiment, je remercie ma sage-femme, et toutes les personnes qui m'ont accompagnée à ce moment-là et qui m'ont appris à, avoir une maîtrise, justement de la douleur, dans l'acceptation, en fait. Accepter qu'un accouchement, c'est ça aussi, c'est donner la vie, c'est pour moi la plus belle chose au monde qui puisse être et de cette façon si naturelle, ça a été, merveilleux. Et je suis donc aujourd'hui, l'heureuse maman, de 4 enfants, au sein même, de mon domicile, et mes enfants n'aiment pas que je dise que je suis l'heureuse maman de 4 enfants et me reprennent de plus en plus régulièrement en me disant: «Non, maman, tu es l'heureuse maman de 5 enfants». Heu et ça me voilà, eux aussi m'aident énormément, à rétablir les choses, de façon, très correcte et en réalité, c'est ce que je ressens évidemment. C'est juste que c'est toujours questionnant lorsque on dit, à une personne, «Bah, oui, je suis maman de 5 enfants» et qu'au final, cette personne se rend compte qu'il y a que 4 enfants. On voit le questionnement et où parfois, heu mon intimité reste aussi mon intimité et où je n'ai pas envie forcément d'exposer à tout le monde, ma vie, hein, personnelle. Mais où je vois que, si vous voulez, Léa a une véritable place au sein de notre famille, qu'il n'y a aucun tabou sur le sujet et hem et où, ma fille, Zoé est aujourd'hui, en parfaite conscience, qu'elle avait elle aussi une sœur jumelle sur laquelle, elle aurait aussi pu, s'appuyer, avec qui il y aurait eu, très certainement, une fusion, comme, bah, comme,
voilà, chez les jumeaux de façon générale, qu'ils s'entendent ou qu'ils s'entendent pas, c'est autre chose. Mais il y a, quelque chose, que nous n d'impalpable en fait, hein, dans cette relation, et où Zoé a eu, pendant plusieurs années beaucoup de mal, à comprendre cela. Mais, en tout cas aujourd'hui, nous sommes tous, dans une démarche, d'apaisement, d'acceptation sur, ce qui a été, vécu. Et après, bientôt, donc 13 ans, je peux enfin dire que je suis en paix avec moi-même et avec, toute mon histoire. Je finirai, en disant que, le respect de la temporalité de chacun est très important, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à contacter, des associations qui sont spécialisées dans la prématurité et dans le deuil périnatal. Vous n'êtes pas seul, personne n'est seul, même si parfois on a cette sensation. Et justement pour avancer, il faut que vous vous sentiez correctement, soutenu et épaulé. Alors surtout, si, vous connaissez, la prématurité, et le deuil périnatal, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter des personnes, ressources pour vous et des associations qui sont là pour vous. En 2022, je suis devenue bénévole pour l'association SOS Préma. Donc j'ai mis 9 ans avant de pouvoir vraiment devenir bénévole, hein. J'étais adhérente avant, mais il faut le temps que ça chemine, doucement mais sûrement. Voilà, depuis 2022, j'ai intégré, l'association, SOS Préma, auprès de qui, je me sens, réellement utile et où, les jeudis après-midi, je suis sur la ligne d'écoute nationale. Donc vraiment, parents, famille, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, je suis à votre écoute.